Alors, la culture matérielle des armées, c'est évidemment en premier l'armement. Est-ce que les Britanniques, les Canadiens étaient aussi bien armés que les Américains, ou les Américains étaient-ils aussi bien armés que les Britanniques, les Canadiens? Ça a quand même un effet sur quand vous essayez de conquérir ou de défendre un pays. Et c'était notre cas. Alors, on peut dire que dans l'ensemble, la qualité de l'armement, de la technologie qui était sur place à ce moment-là, était pas mal net plus ultra d'un côté comme de l'autre. Donc, on peut dire que c'est, pour technique de l'armement, c'est arme égale. Les armes à cette époque-là, ça n'a rien de la précision qu'on connaît aujourd'hui, où on peut aller chercher une cible quasiment à 1 kilomètre de loin avec une exactitude extraordinaire. À cette époque-là, pas du tout. C'est les fusils à poudre noire, c'est-à-dire que c'est la poudre noire qui fait, quand elle est allumée, qu'elle cause une explosion dans le canon du fusil, qui fait partir la balle ronde, qui s'en va et qui a des très bonnes chances d'arriver sur quelque chose à environ 60 mètres. Si vous visez à peu près pour aller à 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres, là, vos chances d'attraper n'importe quoi sont à peu près nulles. Oubliez les films de Davy Crockett, où ils visent quasiment, moi je vais avoir juste le bout de l'oreille de l'ours, et puis je tire dessus, puis là, ben là, c'est absolument impossible à cette époque-là. C'est pour ça que les soldats sont mis en ligne, et que vous allez avoir des compagnies de soldats de 50, 60 hommes qui tirent tous en même temps. C'est comme ça que les batailles se font à cette époque-là. Alors, c'est une espèce de test d'endurance sur savoir qui va briser le premier, etc. Les blessures qui proviennent de ça, d'ailleurs, sont assez importantes. L'armement portatif, il y a le fusil, et puis les calibres sont à peu près les mêmes, un petit peu plus petits pour les Américains qui suivent les systèmes français. Les fusils américains sont des copies des fusils faits en France. Et Charleville, mais eux autres, c'est Harper's Ferry puis Springfield. Et il y a une grande différence entre le Canada et les États-Unis à ce moment-là. C'est que les Américains, le premier président, George Washington, a tout de suite décidé pour l'indépendance d'armement de la nation qu'il fallait qu'il y ait des arsenaux nationaux. Alors donc, ils ont bâti 2 arsenaux, un en Virginie, à Harper's Ferry, puis l'autre au Massachusetts, à Springfield, de sorte qu'ils pouvaient construire eux-mêmes leurs propres armes. Il y avait aussi des manufactures de poudre noire. Dupont, la compagnie Dupont-Nemours, ils ont commencé. La compagnie était fondée par un immigré français et chimiste qui était élevé au président Jefferson à ce moment-là, le deuxième président des États-Unis, le troisième, pardon, qui a dit, écoutez, on peut faire de la poudre noire d'une qualité extraordinaire, il n'y a pas de problème, on peut le faire ici aux États-Unis. Et là, les États-Unis sont devenus autosuffisants dans l'armement, parce qu'ils fondaient déjà des canons. L'artillerie américaine était un amalgame de toutes sortes d'affaires, parce qu'ils ont hérité des canons espagnols quand c'était un phare espagnol qui avait été racheté ou une affaire comme ça, comme en Louisiane, par exemple, ou parfois même des vieilles pièces d'artillerie françaises, ou toutes neuves, parce qu'ils ont acheté un peu de canons en France, des systèmes Guilbeault-Valle, et puis des canons britanniques qui étaient là depuis longtemps. Ça a été évidemment un gros morceau pour la guerre de 1812, parce que si tout l'armement avait été importé, bien, le blocus anglais il allait bloquer tout ça. Mais là, tout l'armement, il est fait aux États-Unis. La guerre commence, ils ont beaucoup d'armes en réserve. Assez pour armer des centaines de milliers de miliciens, en plus de l'armée régulière. Il y en a. Mais rendu à la fin de la guerre, ou vers fin 1814, je veux dire, quand les négociations de paix sont en train de se faire,
c'est pas relié comme question, mais il reste que les dépôts d'armes américains sont en train de se vider. Et puis, certains historiens ont prévu qu'en 1815-1816, la production de fusils ne sera pas suffisante pour rencontrer la demande. Alors ça, c'était un problème. Au Canada, c'était un peu le problème contraire. C'est-à-dire qu'il ne se faisait rien de ça ici. Il y avait eu des essais de faire des canons aux forges de Saint-Maurice au milieu du 18e siècle. On n'avait pas des vrais bons fondeurs. Alors, on avait laissé tomber pour continuer à faire des boîtes. La chose qu'on pouvait faire ici, c'était des munitions, des boulets de canon, qui étaient très importants à l'époque, évidemment, et des coulées, de choses comme ça, des balles, ça allait. Mais tout ce qui était, quand ça devenait de la poudre, là, ça commence à être compliqué. Et puis, évidemment, les fusils eux-mêmes, ou les pièces d'artillerie elles-mêmes, ils venaient toutes d'Angleterre. Alors, ça n'a pas été un problème pour nous, excepté au début de la guerre. Au début de la guerre, Sir George Prévost regarde ça et dit « On n'a pas assez d'armes pour armer la milice. On a assez pour l'armée régulière, on a assez pour les troupes coloniales, la petite armée du Québec dont on a parlé tout à l'heure, mais on n'a pas assez pour armer, supposons, 20-30 000 miliciens qu'on mobilise à un temps de crise. Il y en a eu 13 000 qui ont été mobilisés à l'automne de 1813, quand Hampton avançait puis Salaberry l'a battu. Il y avait quand même... puis là, il faut que tout le monde, on leur donnait tous un fusil, neuf. Rendu à cette époque-là, c'était bien, mais au printemps de 1812, c'était moins bien. Il y avait beaucoup moins d'armes en réserve. Et là, donc, on en a commandé d'Angleterre. Malheureusement, il y a un bateau qui s'est perdu, tout ça, il y avait 10 000 fusils à bord. Et finalement, en 1813, il est arrivé un énorme dépôt de fusils, d'uniformes, de tout ce que vous voulez. Avant ça, on va passer aux uniformes après. Donc, toute la logistique de ce côté-là, ça allait. D'abord, on était une colonie britannique et que les voies étaient navigables, pratiquées, protégées, tout ça, aucun problème. Fait que, donc, vous avez votre accès là, vraiment, parce qu'il n'y a pas seulement s'en servir, il faut l'avoir. Et sur ce côté-là, ça allait. Donc, c'est à peu près l'ensemble de la question de l'armement. Les armes portatives d'artillerie, comme j'ai dit, c'est les modèles qui sont à peu près en usage. N'importe quel pays d'Europe va avoir quelque chose d'équivalent et on est très bien. Pour les uniformes, chaque pays a un peu sa couleur d'uniforme de base, ce qui ne veut pas dire que l'uniforme de base est celui qui est dans toute l'armée. Comme on pense toujours aux Britanniques avec leurs habits rouges, ben c'est pas toute l'armée qui a des habits rouges. L'infanterie, puis encore une partie de l'infanterie. Rouge, je veux dire, c'est voyant, on va tirer dessus. Aucune importance à cette époque-là. L'infanterie marche en ligne, dans des champs ouverts en général. On fait comme si on était en Europe. Avant qu'on puisse vraiment tirer sur quelque chose avec une sûreté de l'avoir dessus, ben on est à 50 mètres ou quelque chose comme ça. Alors, c'est complètement différent. Et puis, il ne faut pas oublier que les fusils, comme on parlait tout à l'heure, ils ont tous une baïonnette, parce que l'arme blanche a encore son importance à l'époque. Vous tirez, puis ensuite vous chargez. C'est ce que les Canadiens, qui étaient embusqués dans le bois, par exemple, ont fait sur une des colonnes qui essayait de prendre l'armée de Salaberry de flanc en 1813. Ils ont tiré sur une colonne américaine qui arrivait, puis les Américains complètement surpris, puis ils ont chargé à la baïonnette. C'est quand même incroyable, une colonne de 1500 hommes, puis il y était juste une centaine de Canadiens, puis ils ont mis en déroute. Mais les autres ne voyaient pas que c'était juste une centaine de Canadiens. Ils savaient juste que là, ils étaient pris par surprise, puis ils ont pris la panique. Alors, mais il y avait la baïonnette là-dedans. L'uniforme lui-même, rouge, d'ailleurs, une partie de ces Canadiens-là,
instance-là, avait justement un uniforme rouge. Pourquoi rouge? C'était la couleur de la livrée des rois d'Angleterre, depuis l'époque d'Henri VIII, 1500 quelque chose. Alors, c'est entendu que les soldats du roi ou de la reine avaient un habit rouge. C'était parce que vous étiez au service, comme un serviteur, et qui a un habit de livrée. Alors, donc, vous étiez au service du roi, vous avez un habit, c'est une question d'honneur, et puis, c'est pour ça que c'est rouge. Puis, c'est pas le seul pays, hein, le Danemark. Encore aujourd'hui, les gardes du roi du Danemark, en grand uniforme à Copenhague, habit rouge. Ben oui, pour la même raison, c'est la livrée des rois danois. D'autres pays, c'est bleu, ainsi de suite. Alors, la Russie, c'est vert foncé. Mais à côté de ça, vous allez avoir la majorité de l'armée qui a des habits rouges, dans le cas des Britanniques, mais il y en a une partie qui n'a pas des habits rouges, qui ont des habits bleus à la place. Par exemple, la cavalerie légère. Tout ce qui est cavalerie légère porte des habits bleus. Parce qu'on a décidé de faire différent, puis surtout la cavalerie légère. Quand c'est plus tactiquement, qu'il y a plus de galopage, qu'il y a plus d'escarmouches, on a tendance à donner des habits plus foncés, donc le bleu. Et pour les compagnies de carabiniers, par exemple, les carabines, j'en ai pas parlé, mais ça va bien dans les uniformes. Il y a il y en a très peu. Il n'y en a pas pour dire dans la guerre 1812 au Canada ici, mais une carabine est une arme beaucoup plus précise, qui, elle, va aller vous chercher votre ennemi à 150, 200 mètres, avec des bonnes chances de l'attraper avec une balle dans le front. Mais, par contre, c'est pas commode du tout, parce que ça prend un petit marteau pour rentrer, ça prend du temps à recharger. Et tandis qu'un fusil ordinaire, un soldat bien entraîné est capable de tirer 3 coups à minute. Alors ça fait toute une différence. Mais par contre, pour le tir à l'acide, des carabiniers, c'est commode. Dans la grande équation de qui a gagné quoi à la fin de la bataille, que vous ayez des carabiniers ou non, dans les batailles de la guerre 1812 au Canada, ça n'a rien changé. Les carabiniers étaient habillés, puis ça c'est comique, tant ceux de l'armée britannique s'il y en avait, que ceux de l'armée américaine, c'était en vert foncé. C'était la couleur assez traditionnelle des carabiniers pour être dans la forêt, puis tout ça. Mais l'infanterie légère aussi, dont il y a eu plusieurs régiments, à part des voltigeurs, étaient habillés en vert foncé ou en gris. Parce que ça se voyait moins bien. Alors, les voltigeurs canadiens, leur habit était gris, plus ou moins foncé, avec des parements noirs, des galons noirs, un casque en fourrure, toutes sortes d'affaires qui ne ressemblaient pas tout à fait à l'infanterie de ligne, l'habit rouge, les galons blancs, les ceintures blanches, tout ça, donc les ceintures étaient noires. Le grand plumet sur le shako, l'espèce de chapeau tronconique, si vous voulez, avec une grande plaque, badge énorme dessus, ça brille au soleil, tout ça. Ça, c'est correct. Mais si vous êtes dans l'infanterie légère, non, il y en a beaucoup moins de ça. On fait un petit peu de camouflage. C'est pas le camouflage qu'on connaît aujourd'hui, mais c'est ça pareil. Ensuite, il y a les milices ou les volontaires, en général, des compagnies comme la Cavalerie royale de Montréal, le Montreal Cavalry ou ailleurs, la plupart du temps, ils sont en habit bleu, eux aussi. Mais, puis vous allez du côté des Américains, là, eux, l'habit est bleu foncé. Ça, c'est leur couleur nationale. Puis là, vraiment, pas mal toute l'armée, à part des carabiniers, puis quelques autres. Non, à part des carabiniers, c'est pas mal tout. Tout le monde est en bleu foncé, à part quelques-uns en vert foncé. Puis,
avec des parements, des collets rouges pour l'infanterie, puis l'artillerie aussi, donc c'est assez uniforme. Puis là, les milices des États américains, quand ils ont un uniforme, la plupart du temps, ça suit l'uniforme de l'armée fédérale. Mais évidemment, il y a des exceptions, comme la cavalerie de l'État de New York, ils aiment bien, eux autres, s'habiller en rouge. Il y a des merveilleux uniformes qui ont survécu de ça. C'est clair qu'ils n'ont pas été à la guerre, mais ils ont fait bien des cocktails. Et puis, vous avez aussi la même chose dans les milices urbaines au Canada. Les milices urbaines aux États-Unis, comme dans toutes les grandes villes, c'est des gens qui ont plus d'argent. Ça fait très bien socialement à l'époque d'être membre de milice, si vous pouvez vous payer le luxe. Alors, évidemment qu'il y en a qui le font, et première classe d'un cocktail. Et puis, là, eux s'habillent parfois comme l'armée régulière, mais à Montréal, en particulier, puis un peu à Québec, on décide que non, les habits vont être bleus. Avec le résultat que, en 1812, le gouverneur Prévost dit à la milice de Montréal, écoutez, il faudrait s'habiller en rouge. Parce que ce que vous portez, c'est exactement la même chose que les Américains. Fait que, donc, tout le monde change d'uniforme. Et puis, ça part. Mais à côté de ça, vous avez la milice sédentaire, c'est-à-dire celle qui est appelée de temps en temps. Puis eux, ben, ils arrivent avec le vêtement civil. Ils n'ont pas d'uniforme, en fait. Ils ont des marques distinctives, comme des brassards blancs parfois. Pour les Québécois qui sont appelés comme ça, comme l'automne de 1813, la plupart arrivent en capot, puis avec des tuques bleus, puis ça leur donne un aspect d'uniformité, assez curieusement. Les observateurs le disent. Et puis, on leur donne simplement les armes, les ceinturons, puis bon, tout le monde part. Mais en fait, c'est pas un uniforme, c'est leur habit civil. Avec des grands mocassins en cuir, des affaires comme ça. Alors, c'est à peu près ça pour les uniformes dans l'ensemble. Dans la marine, vous avez des uniformes bleu foncé aussi. Et puis, les marins, ben, c'est leur costume de marin. Il n'y a pas d'uniforme vraiment dans la marine à cette époque-là. Mais ils ont tous tendance à s'habiller en bleu avec des pantalons blancs. Puis ça, c'est dans tous les pays. En France, en Grande-Bretagne, aux États-Unis, c'est difficile au premier coup d'œil de dire, bon, ben toi, t'es français ou américain ou quoi, tu sais. C'est comme ça. Je devrais dire aussi, au niveau de l'équipement personnel, puis même de l'habillement, les milices de l'Ouest américain, comme s'habillent en général avec leurs vêtements civils qui ressemblent plus à des affaires à la Davy Crockett qu'on voit, tandis que dans l'Est, c'est plus conventionnel, si vous voulez. Puis pour les drapeaux, ici, c'est le drapeau britannique, ou pour le drapeau du roi, le drapeau de la reine. Puis ensuite, ben, le drapeau du régiment, c'est la couleur du parlement du régiment avec un drapeau britannique dans le coin. Et puis les inscriptions du régiment dessus, puis c'est tout. Mais la chose qui est curieuse, c'est que les Américains, c'est pas la bannière étoilée avec... c'est pas ça. Le drapeau national est bleu foncé avec un aigle à cette époque-là. Le drapeau régimentaire, il est chamois ou jaune, avec l'inscription du régiment, puis c'est tout. Alors, puis la plupart des ministres des États suivent ça. Fait qu'on pense toujours, tu sais, puis dans toutes les gravures, on les voit arriver avec des... Non, c'était pas ça. Mais, donc, c'est ça pour les drapeaux. Puis, il y a des gens, quel que soit l'aspect de ces drapeaux-là, des deux côtés, il y a eu des batailles épouvantables, extraordinaires à capturer le drapeau. Puis, je me souviens que le tambour Jacob Hanks, je pense que c'était le 11e régiment d'infanterie américaine, qui avait juste 14 ou 15 ans à cette époque-là, qui était près du drapeau à la bataille de Londres-Lezlin, puis il a vu 4 ou 5 officiers mourir à défendre le drapeau. C'était féroce. Alors, donc, un drapeau a un symbolisme extraordinaire dans les valeurs militaires. Ça devient l'insigne, l'emblème de la nation.